Donc, on démarre avec Wilfried Galland. Salut Wilfried. Salut Stéphane. Stratégiste Montpensier Finance. Alors j'ai mis Japon, Chine, Co. Parce qu'une fois qu'on aura parlé du Japon et de la Chine, on verra si il nous reste du temps pour parler du reste. Et le reste, ce sera quand même la zone euro, l'inflation, toutes ces histoires-là. Où le vent nous mène. Hein ? Où le vent nous mène. Où le vent nous mène. Mais donc, deux choses intéressantes. Le premier, c'est le Japon. Je t'ai dit, nouveau record, ce que je voyais, c'est le marketing des marchés, ça c'est normal. Donc je voyais nouveau plus haut de 33 ans. Ah oui, mais il faut remonter à 34 ans. En fait. Mais il faut remonter à 34, voilà, c'est ça. C'est ça qui est incroyable avec le Japon, c'est qu'en fait on se dit, c'est le plus haut depuis 1990, donc tout le monde se dit, ça y est, c'est bon, on est au plus haut historique maintenant, et on en est loin encore. On en est loin puisqu'en 89, effectivement, vraiment toute fin décembre 89. Le 28 décembre 89, c'est ça le plus haut des plus hauts, quoi. Exactement, le Nikkei atteint quasiment 39 000 points. Donc aujourd'hui, tout le monde est effectivement très content qu'on atteint 34 000, mais on part de 35 000 il y a 34 ans. C'est le vrai long terme pour les marchés. C'est toujours l'exemple qu'on donne en disant... À votre avis, le long terme, c'est combien d'années ? En fait, le vrai long terme, c'est effectivement au moins 35 ans. En fait, ce qui se passe vraiment pour le Japon, ce qui est très intéressant avec le Japon... je donne quand même 28% de progression depuis le 1er janvier. Exactement. Voilà. C'est qu'en fait, on a une accélération depuis le 1er janvier parce que... d'un seul coup, on a les autorités de marché japonaises ainsi que le ministère des Finances qui incitent les entreprises japonaises à renouveler leur gouvernance et à accélérer leur retour à l'actionnaire. Et donc, ce que ne faisaient jamais les entreprises japonaises, c'est-à-dire qu'en fait, les dividendes, les rachats d'actions, tout ça, ça leur passait mais alors, largement au-dessus du comité de direction. Il n'y a aucun intérêt pour eux. Et d'un seul coup, elles se sont mises, effectivement, à... accélérer leur croissance de dividendes. Alors on est loin en termes de montant de ce qu'on a effectivement en Europe, aux États-Unis, mais on a plus de 30% d'augmentation de dividendes cette année par rapport à l'an dernier. On a des boards qui se sont complètement renouvelés. On a une gouvernance globalement qui laisse plus de place à l'actionnaire. Ce qui est très intéressant, c'est quand on compare avec... alors tout le monde se dit c'est à côté de la Chine, mais quand on compare par exemple au marché indien. Le marché indien, c'est un des plus chers au monde. C'est un de ceux dont le marché indien, en termes de multiples par rapport aux bénéfices, c'est plus cher que Wall Street. Il faut savoir, alors. Et c'est historiquement plus cher. C'est pas juste en ce moment. Il y a toujours une prime d'à peu près 20-25% sur le marché indien, parce que le capitalisme indien est réputé comme portant une attention toute particulière à l'actionnaire. Le retour sur investissement, le retour du capital investi, c'est très très important pour les Indiens. Ça ne l'était pas du tout pour les Japonais. C'était pas du tout leur sujet. Ça l'est devenu, ils l'ont communiqué très largement, et donc d'un seul coup, on redécouvre que dans un monde très inflationniste, on aura peut-être le temps d'en parler, celui qui était le plus en proie à la déflation, en fait, c'est celui qui en profite le plus, parce qu'on était à 4% d'inflation, maintenant on est à 3%. 3% d'inflation, ça convient à peu près à tout le monde, donc tout va bien. Ce que Shinzo Abe a essayé d'arracher, c'était les flèches de Shinzo Abe, je me souviens, à l'époque. Exactement. Les Abenomics, ça marchait pas, et là, tout à coup... en fait, ça a marché. Le flux mondial a permis... Exactement, ça, on va dire, si on veut être un peu caricatural, ça a marché parce que les Américains ont eu un déficit fiscal d'à peu près 30% du PIB. Oui, c'est ça. Voilà, 28% au maximum, et que d'un seul coup, quand vous mettez cet argent-là sur la table, tout est entraîné en termes économiques. Et donc le Japon se retrouve... L'arrosage de la pelouse américaine, il y a de l'eau partout après. Là, c'est carrément le camion, la lance à incendie. Et donc effectivement, on se retrouve avec des investisseurs qui redécouvrent le Japon, et qui redécouvrent le Japon aussi en tant que point pivot d'une certaine stabilité asiatique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a... la Chine, c'est très très compliqué d'attirer des capitaux. On voit que la Chine attire... On va y aller. Voilà, mais en fait, elle n'arrive pas à attirer effectivement des capitaux internationaux sur son marché financier. C'est différent sur les autres. Sur les investissements directs, c'est différent, mais sur son marché financier, elle n'y arrive pas. Et puis les autres pays, il y a des risques. Quand on regarde par exemple la partie coréenne, on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'investir dans la Corée alors que juste à leurs frontières, en fait, régulièrement, il y a énormément... En fait, il y a une prime géopolitique sur la Corée qui a beaucoup moins sur le Japon, qui en plus est revenu dans le jeu géostratégique depuis 2 ans. Ils ont créé une alliance militaire avec les Australiens, ce qui n'a jamais été fait. Donc, en fait, je vous achète des minerais, des terres, voilà. Et en échange, je vous fournis en matériel militaire, parce que en fait, le Japon s'associe assez peu, mais a une industrie exportatrice militaire assez importante. Et donc, tout le monde se dit,
si on veut jouer à la fois le dynamisme de la zone asiatique, la protection américaine qu'il a n'a aucune ambiguïté. Il peut y avoir une ambiguïté sur Taïwan, peut même y avoir une ambiguïté sur la Corée, il n'y a aucune ambiguïté sur le Japon. Dans ce cas-là, on va vers le Japon. Et en plus, ils nous disent, vous inquiétez pas, maintenant l'actionnaire, on a compris, c'est important. Allons-y. Donc peut-être que d'ici, alors peut-être pas la fin de l'année, mais d'ici, on va dire, quelques trimestres, on pourrait avoir ce fameux record. Non, tu as raison. Et là aussi, c'est vrai que c'est des zones dont on ne parle pas, mais enfin, on en a déjà parlé autour de cette table, mais la façon dont l'Australie, avec beaucoup de courage d'ailleurs, a fait ce que l'Europe ne fait pas. C'est-à-dire à un moment, notamment au gré de ce qui a été bel et bien la prise d'otage de 2 de ses ressortissants par les Chinois, on dit bon, maintenant ça suffit, c'est fini. Et effectivement, ça a été la rupture du contrat de sous-marin parce qu'ils voulaient une alliance beaucoup plus solide avec les États-Unis, y compris avec le Japon. Ce sont des environnements qui changent en profondeur. Exactement. Et qui sont très intéressants. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'autre pays qui a fait ça d'une façon un peu similaire, c'est le Canada, et que les deux se caractérisent par une très grande richesse en termes de matières premières. Ouais. C'est-à-dire le monde dépend des matières premières australiennes et canadiennes, et même à un moment, la Chine ne peut pas se passer totalement des pays extraordinairement riches dans certaines matières premières. Et ça, c'est intéressant à noter d'un point de vue stratégique. Tout à fait. Ouais. Et les régimes politiques les plus stables du monde, le Canada et l'Australie. Exactement. Mais ce que je voulais dire sur le Japon, alors c'est très intéressant, les histoires de gouvernance. On se souvient tous de ce qui peut se passer dans une entreprise japonaise très importante construisant des automobiles sans que le dirigeant de cette entreprise même soupçonne ce qui est en train de se passer entre ses cadres dirigeants. Donc c'est quand même quelque chose. Nulle part ailleurs qu'au Japon, on aurait pu monter une telle opération, mais ça veut dire que c'est pas structurellement sur la solidité de l'économie, c'est pas des changements profonds, la démographie est toujours anémiée, enfin, les sujets qui posaient problème au Japon restent entiers à ce moment-là, Wilfried. Les sujets restent entiers, mais en fait, on a des facteurs de mise à l'écart qui ont été progressivement enlevés. La blague qui circule évidemment sur les marchés, c'est si vous n'avez pas été brûlé par les marchés, ça veut dire que ça fait par les marchés japonais, ça veut dire que ça fait probablement beaucoup plus que 30 ans que vous êtes sur les marchés, et on y croit moyennement. Et donc tous ceux qui effectivement avaient un intérêt sur les marchés financiers d'une façon ou d'une autre, les gérants, économistes, stratégistes, tous, à un moment donné, disaient non, mais de toute façon, on ne va pas s'intéresser au Japon parce que tout le monde, à un moment, a perdu de l'argent avec le Japon, a été rincé par le Japon. Voilà, s'est fait avoir par cette année, c'est l'année du Japon, ça va bien se passer. Et en fait, non. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans un monde où la géopolitique, la stabilité, la capacité d'avoir finalement un projet géostratégique, géoéconomique stable et crédible, si on rajoute à ça le fait qu'on vous dit, vous inquiétez pas, en plus, maintenant, on sait que maintenant vous êtes important. De nouveau, le regard change. Je comprends. Voilà. Non, je comprends. Et effectivement, stabilité. Non, c'est juste le terme rincé qui me fait penser à une phrase que m'avait dite une économiste. Si tu n'as pas connu la pluie au Japon, tu n'as pas connu la pluie. Voilà, c'est beaucoup plus poétique. C'est beaucoup plus poétique que sur les marchés. Mais il paraît que quand ça tombe, ça tombe. Alors, et justement, j'allais dire à côté, il y a quand même quelques milliers de kilomètres, mais la Chine. Et donc là, on a ce chiffre spectaculaire. Doublement spectaculaire d'ailleurs, parce que donc taux de chômage de 20,8% pour les jeunes, pour les jeunes, ce qui est juste, c'était la ligne derrière et j'avais pas conscience de ça. Le taux de chômage pour la population active en Chine, il est quand même de 5,2% aujourd'hui. On n'est pas au. Il est supérieur à la moyenne de la zone euro. Et exactement. On n'est pas du tout sur un taux de chômage suisse, par exemple. Ah, exactement, ou même un taux de chômage américain. Voilà. Tout à fait. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Et la pression sociale en Chine, et c'est pour ça que depuis quelques jours, on a de plus en plus de bruit ou d'informations sur lesquelles il y a des réunions sur la nécessité au plus haut niveau des autorités de relancer véritablement l'économie avec des mécanismes très connus sur je fais des ponts même s'ils arrivent nulle part, je fais des autoroutes, et je relance les infrastructures parce que c'est la seule chose qui peut me permettre de régler mon problème social, tout simplement mon problème social. Aujourd'hui, la Chine a un énorme problème avec cette génération de jeunes qui souffrent du chômage, c'est que c'est la première génération qui a été
biberonnés, j'allais dire, à la supériorité du modèle chinois et du modèle du socialisme à la chinoise. Ouais. Et là, ils sortent des études, ils ont fait énormément d'efforts, ils ont promu sur tous les réseaux sociaux le fait que leur pays c'était le meilleur du monde et que les autres ils n'avaient rien compris et qu'ils allaient voir ce que vous allez voir, et ils arrivent et il n'y a plus de travail. Ouais. Et ça commence à être un véritable problème très important. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que depuis quelques jours, par exemple à Wall Street, les entreprises qui font des infrastructures ou qui fournissent des éléments pour les infrastructures profondes, comme par exemple Caterpillar, sont en train de s'envoler. Littéralement, on parle beaucoup d'NVIDIA pour l'intelligence artificielle, tout à fait. Mais quand vous regardez une société comme Caterpillar, depuis quelques jours, la progression est quand même très spectaculaire. C'est pas aussi spectaculaire qu'NVIDIA, mais ça progresse beaucoup plus vite que le S&P 500. Pourquoi ? C'est depuis 10 jours. Pourquoi ? Parce que depuis 10 jours, on a effectivement ces chiffres qui commencent à s'accumuler et des bruits qui disent là c'est bon, ils vont devoir véritablement accélérer en faisant une vraie relance avec le crédit. Ils veulent pas le faire, la relance avec le crédit, parce qu'ils ont peur pour leur système financier. Mais entre la peur de déstabiliser le système financier et la peur de déstabiliser le régime tout court, parce qu'on est incapable de remplir le contrat social chinois, c'est-à-dire vous n'avez pas de liberté mais vous avez de la prospérité, en fait c'est ça, le contrat social chinois, vous n'avez toujours pas de liberté mais vous avez moins de prospérité. C'est compliqué. Compliqué. Alors on en discutait récemment avec Laurence Daziano qui vient nous voir très régulièrement, maître de conférence à Sciences Po, qui suit très très près ce qui se passe en Chine. Elle racontait que ce qui commence à se dire, et on se disait ensemble, alors j'avais oublié que la famille de Xi Jinping avait été victime de la révolution culturelle. Et que le petit Xi, parce que ses parents étaient proches du pouvoir, se sont retrouvés alors je ne sais pas si c'était du coton, oui je crois que c'était du coton, dans les champs de coton, dans les champs de coton dans les provinces chinoises, et qu'il y avait un petit peu ça qui commençait à sortir aussi. En gros, on dit à la jeunesse, vous ne trouvez pas de travail, vous n'êtes pas content, barrez-vous dans les campagnes, et si vous n'y allez pas, on va peut-être vous y emmener de force. Elle est assez, sur l'idée sortie du plénum du Parti communiste chinois d'il y a maintenant 5-6 mois, que c'est le retour de la politique, que c'est le retour de l'autorité, enfin voilà. En fait, effectivement, ce que promeut Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir, fin 2012, c'est la primauté du politique. Je rappelle souvent que le premier des 14 principes de Xi Jinping qui sont maintenant dans la Constitution, le tout premier, c'est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. C'est pas plus clair. Bon. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, quand vous poussez la logique au bout, vous vous retrouvez à dire je dois piloter l'économie quasiment de A à Z. Et quand ça marche pas, en fait, quand je veux faire diminuer un taux de chômage d'autorité, je leur dis je vous mets... C'est un peu dur, mais je vous mets en travail forcé. Comme ça, je diminue le taux de chômage. Exactement. Et puis la statistique montrera que le Fils du ciel est toujours béni par les dieux. Exactement. Et donc, il n'y a pas besoin de remplacer l'empereur. Exactement. Et c'est effectivement... En fait, je pense que le pouvoir hésite et va peut-être faire les deux choses. C'est-à-dire à la fois des mesures très autoritaristes pour déplacer des masses, pour leur dire l'important maintenant c'est la souveraineté, donc soit vous travaillez à l'usine pour les semi-conducteurs, si vous n'êtes pas capable, vous travaillez pour le bol de riz, le fameux bol de riz en fer de Mao. Et puis en parallèle, on va quand même s'assurer qu'il y a un peu plus de croissance, et donc on va aussi remettre un peu d'argent dans la machine pour être sûr qu'au moins nos taux de croissance faciaux ne nous fassent pas perdre la face. Donc il doit y avoir un peu des deux, probablement, qui se met en place, mais c'est vrai que c'est un moment... Je pense que c'est un des points de bascule de ce troisième quinquennat de Xi Jinping, parce que je ne pense pas qu'il imaginait que la réouverture post-Covid, qui a quand même coûté extraordinairement cher en termes de vie, ça a été... Wilfried, les ratios sont à peu près les mêmes que les nôtres, je suis désolé de le dire, mais... Ouais, en fait... en tout cas, les ratios officiels sont à peu près les mêmes que les nôtres. Les ratios officiels. Quand on lit... Des commentaires de personnes qui étaient dans les campagnes chinoises, ça a été... Parce qu'en fait, toutes les statistiques en général chinoises concernent les villes. D'ailleurs, le taux de chômage, c'est le taux de chômage urbain. Oui, c'est le taux de chômage urbain. Voilà. Oui, et en fait, les campagnes n'ont quasiment pas de système statistique, en fait. Et alors, le sentiment qu'on a, ce n'est que juste un sentiment, c'est qu'effectivement, ça a été, dans les campagnes, extraordinairement violent en termes d'impact. Et il y a toujours des liens qui sont quand même très forts entre la population des villes et la population des campagnes. Donc là, il va falloir équilibrer les choses.
Mais c'est quand même, j'y pensais aussi, en termes statistiques, puisqu'on dit beaucoup, j'ai toujours entendu, moi, depuis que je m'intéresse à ça, qu'il ne faut pas croire les chiffres chinois. Bah, force est de constater qu'ils n'ont pas non plus la volonté de les manipuler plus que ça. Là, le chiffre, il sort bel et bien des bureaux de statistiques chinois. Exactement. Voilà. Soit effectivement, ils n'ont pas la volonté de les manipuler, soit même en les manipulant, ça sort très très mal. Voilà. Je ne sais pas quelle est le vrai, la vraie explication. La vraie explication. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les statistiques chinoises, pourquoi est-ce que les statistiques chinoises attirent toujours le scepticisme ? C'est parce qu'elles sortent extraordinairement vite. Ce sont les statistiques mensuelles qui sortent toujours le plus vite de la planète. C'est-à-dire que le mois est à peine fini, tac, on a automatiquement les chiffres qui sortent. Alors, soit effectivement, ils ont des outils de projection tellement extraordinaires que dès le premier du mois, ils sont capables de savoir précisément tout ce qui s'est passé dans les 31 jours ou les 30 jours précédents. Soit effectivement, il y a quand même des biais statistiques qui sont très forts, qui permettent effectivement d'avoir ces chiffres-là. Mais l'important, c'est effectivement de les comparer en séquence. Et de les prendre à valeur faciale en disant, en séquence, ça veut dire que ça se dégrade ou ça augmente. A priori, il n'y a pas de changement dans les méthodes statistiques chinoises, donc prenons-le à cette valeur-là. Après, ça nous amène au troisième point, c'est-à-dire que si effectivement la relance chinoise est moins efficace que ce qu'ils pouvaient penser, c'est parce que la demande occidentale est moins importante que ce qu'ils avaient pu anticiper, et on arrive sur nos fameuses banques centrales. Et je préfère moi parler parce que mais sur notre banque centrale européenne. Alors je sais que tu la vilipendes. Beaucoup, ouais. Moi, je trouve qu'on est très, très sévère avec ces gens qui font face à une crise exogène, qui n'ont pas les armes adaptées pour essayer de juguler cette crise exogène, et qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est pas si mal, quoi. Alors, je sais pas, tu vois, comment on voit les choses. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que lorsqu'on a une arme aussi puissante que la politique monétaire à disposition, qu'on a la capacité d'agir sans limite, en fait. Il n'y a pas de contrôle démocratique, il n'y a pas de contrôle juridique, il n'y a rien du tout. Très clair. Pour moi, un des premiers éléments qui doit rentrer en ligne de mire, qui doit rentrer en ligne de compte pour définir la politique monétaire, c'est faire le moins de mal possible. Et c'est ça que je reproche profondément à la Banque Centrale Européenne, c'est que ce principe fondateur de tout détenteur d'un outil ou d'une arme extraordinairement puissant ne me paraît pas être aussi haut dans l'ordre des priorités, parce que lorsque l'on voit la diminution des indices d'inflation, elle est extraordinairement rapide. On peut raconter ce qu'on veut. On peut être un entrepreneur en affolement inflationniste, comme j'en entends énormément. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde même l'inflation allemande, tout le monde dit, mais regarde, l'inflation allemande est élevée. On est à 6%. Alors effectivement, on est à 6%. En mars, on était à 9%. On est passé de 9 à 6 en l'espace de 3 mois. C'est un effondrement. C'est un effondrement. Les prix à la production en Allemagne sont en déflation. On n'est pas en inflation minimale, on est en déflation. Lorsqu'on regarde l'ensemble des indicateurs les plus avancés, tous les indicateurs nous laissent à penser qu'en fait, effectivement, il y a des poches qui résistent d'inflation, mais heureusement qu'il y a des poches qui résistent d'inflation. Si on a l'intégralité des prix dans une économie qui est inférieure en rythme annuel à 2%, ça veut dire qu'en gros, on est quasiment proche de la déflation. Bon, mais ça, c'est le résultat, en partie. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs. La vraie question, c'est en partie. C'est-à-dire que en partie de la politique de la Banque Centrale Européenne. Ce qui est très étonnant avec la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle nous dit, depuis peu de temps, elle nous dit il faut du temps pour que notre politique se propage dans l'économie. Exactement. François Villeroy de Galhau, mes idoles, gouverneur de la Banque centrale française, a récemment expliqué qu'il fallait, même pour moi, ce que je trouve déjà quand même beaucoup, au moins 24 mois. Il a dit au moins 24 mois. Il a ensuite fait, pour que la politique monétaire se propage, il a ensuite fait une prévision qui est digne des meilleurs stratégistes et économistes, c'est-à-dire que l'inflation redescendra à 2% d'ici, entre maintenant et 2025. Je suis d'accord.
je supporte totalement cette précision. Lorsqu'on a aussi peu de précision, et je comprends, et là je suis totalement d'accord avec toi, la situation est très incertaine parce qu'on a modifié énormément de mécanismes dans l'économie. Voilà, c'est pas le cycle, quoi. Mais dans ce cas-là, on fait une pause et on fait ce qu'a fait la Réserve fédérale, à mon avis un peu tard, même pour elle. On fait un petit pas de côté pour dire laissons-nous du temps pour voir comment est-ce que l'économie réagit à ce tour de vis extraordinaire. On parle beaucoup d'immobilier, on parle beaucoup de la catastrophe que sont en train de vivre les professionnels de l'immobilier en ce moment. La matière première de l'immobilier, c'est ni le bois, ni le béton, ni la pierre, ni le cuivre. La matière première de l'immobilier, c'est le crédit. On a fait un choc de cette matière première, on l'a multiplié par 4, le prix. On est passé de 1% à 4%. C'est au moins aussi important, voire plus, que le premier choc pétrolier de la guerre du Kippour de 73. Et là, on se dit, c'est horrible. Vous imaginez, on est en train de mettre des pans entiers de l'économie à l'arrêt et on va avoir des... Voilà le premier impact. Et donc, ça nécessite quand même, plutôt que de se dire, je vais encore en faire 2 ou 3 et puis après on verra, de dire, là aujourd'hui, quand on parle de taux de croissance potentielle de l'économie européenne, on doit être entre 1 et 1,5%. Voilà. On est aujourd'hui avec un taux européen, on sera tout à l'heure, avec un taux européen pas loin de 4%, entre 3,5 et 4% sont le taux qu'on garde. C'est considérable, c'est extraordinairement restrictif. Donc tu trouves qu'ils avancent là-dessus avec un peu trop de légèreté ? Je trouve qu'une fois qu'ils ont changé leur logiciel, et là aussi, je rappelle quand même que Christine Lagarde, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, voilà, nous disait en septembre 2021, il n'y aura pas d'augmentation de taux en 2022. C'est la même qui nous dit aujourd'hui, je ne baisserai jamais les taux. Enfin, c'est les mêmes. Hein. Dans ce cas-là, un peu d'humilité ne fait jamais de mal. C'est-à-dire, il y a eu énormément de hausses. Tu ne peux pas anticiper qu'en février 2022, Poutine va attaquer l'Ukraine. Tu ne peux pas anticiper en février 2022. C'est comme les gars qui n'avaient pas prévu Lehman. C'est imprévisible, ce genre de choses. Alors, quand tu regardes les chiffres d'inflation, si tu es banquier central et qu'en regardant les chiffres d'inflation en janvier 2022, tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème, dans ce cas-là, il faut vite faire autre chose. Je les aime beaucoup, mais il faut vite faire autre chose. Il y avait une pression inflationniste qui était déjà très forte, simplement liée à la réouverture à l'engorgement et à l'engorgement. Ouais. Et ça se voyait. Et donc, par rapport à tout ça, elle a démarré trop tard et elle veut compenser en allant très vite, très fort et très loin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'un peu de prudence... La prudence est une vertu, y compris pour les banquiers centraux. Et c'est pas parce qu'on est très agressif qu'on est forcément les plus efficaces. Là, on vient d'aller très vite, je sais très fort. La réponse, ça va être, écoute, l'inflation est à terre, on va lui mettre, mais elle bouge encore, on va lui mettre 2 balles dans la tête pour être sûr de la terminer. Voilà. Et, dans ce cas-là, après, on tourne la page, on passe à autre chose. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que ce discours-là, normalement, vient avec... Et ne vous inquiétez pas, si on doit supporter l'économie, soutenir l'économie, on le fera. On a vu que ça ne marchait pas. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu la relance Covid et l'extraordinaire apport à la fois des États, soutenus par les banquiers centraux d'ailleurs, hein, pour relancer tout ça, pour sortir du monde déflationniste dans lequel on a été. Et là, on nous explique, ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, on sera là. Mais quelle blague ! Mais quelle blague ! Donc d'abord, effectivement, ne pas casser. Et ensuite, là, on est vraiment déjà restrictif. Quand on dit qu'on a minimum 24 mois, la Banque Centrale Européenne, c'est depuis juillet seulement qu'elle a monté ses taux. Ça fait même pas 1 an. Donc il est temps, effectivement, de... En même temps, oui, comme tu le dis, les restrictions de crédit... Oui, et puis les restrictions de crédit, on les voit là, aujourd'hui, c'est très clair. Exactement. Donc arrêtons arrêtons d'être monomaniaques sur ce sujet-là. Et si on a 2,5% d'inflation, ou 3% d'inflation, c'est pas grave par rapport à un choc social qui serait monstrueux. On ne parlera plus de la même chose. Hein. Si effectivement on se rend compte qu'on a un choc social très important du fait du crédit... Mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait un choc social très important. Moi, c'est ça le sujet. Je l'espère pas. C'est-à-dire que les conditions de recrutement sont... Alors, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas le temps, on en reparlera ensemble, et puis on verra à la rentrée. Mais visiblement, ils regardent les indicateurs d'emploi. Sauf que le monde de l'emploi est en train de se transformer en profondeur. Et j'attends de voir, moi, même sur le secteur du BTP, les conditions de recrutement sont tellement dures qu'avant que les gars licencient, il va falloir vraiment qu'ils soient au fond du trou. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais, tu vois. Mais en fait, c'est un vrai... Le débat toujours, c'est
quels sont les indicateurs retard et quels sont les indicateurs avancés de l'économie? Comment est-ce que des banquiers... Tu te rends compte de ce qui se passe? Comment est-ce que banquiers centraux, on parle pas de celui qui à Bercy va dire comment est-ce que je soutiens l'économie. C'est pas la même chose. Ouais. Chacun doit être dans son rôle. Le banquier central, il doit regarder très loin. Il doit regarder ce qui est en train de se passer en disant j'essaie de me projeter. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la conférence de presse de Jérôme Powell hier, je parle quand même un tout petit peu de Jérôme Powell. Peut-être la phrase la plus importante, c'est « Je reconnais que depuis 2 ans, nos modèles d'inflation n'ont pas marché et qu'en fait, on n'y comprend plus rien. » Quand on est à ce point dans le brouillard, ce que je comprends, et c'est extrêmement difficile, on vient de faire un mouvement très important. Ouais, on marque une pause. On marque une pause, et puis on se donne et éventuellement, après, on dit « Je repars, je reprends, j'ajuste. » Mais une fois que l'économie est cassée, elle est véritablement cassée. Hein. Donc, mais c'est ça dont je suis pas... En fait, c'est là où je suis moins pessimiste que toi, du fait des tensions sur le marché du travail. Mais je trouve qu'on n'a pas encore tout l'impact sur une économie qui a fonctionné à crédit. L'économie européenne, l'économie mondiale, l'économie américaine fonctionne à crédit depuis 2008. Et c'est là que c'est vrai qu'on est en train de basculer dans des trésoreries négatives. Et le choc que constitue la hausse de taux sur cette masse de dette, on en est au tout début des conséquences. Au tout début. Seuls quelques ménages endettés à taux variable... Mais ils peuvent redescendre aussi vite qu'ils sont montés, les taux, Wilfried, dans ces conditions-là. Oui, mais dans ce cas-là... C'était bien sûr que le cadavre, tu vois. Dans ce cas-là, ça veut dire que... Tu auras tué l'inflation, tu auras fait ton job et on repart. Ça veut dire que tu rebaisses les taux et là, tu donnes tout un discours en ce moment en disant « Je ne baisserai pas les taux avant... » Powell l'a dit hier, avant de nombreuses années. Enfin, avant plusieurs années. Donc je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, c'est incohérent. Donc moi, j'ai besoin de cohérence. En fait, j'ai besoin de banquiers centraux qui regardent loin et qui sont cohérents avec leur mission, qui est une mission d'équilibre. La mission d'un banquier central, même si dans le traité ou pas traité, c'est d'abord et avant tout de piloter les équilibres macrofinanciers. C'est l'engagement des médecins, la primum... Oui, exactement. Primum not nocere. Voilà, c'est ça. Exactement. D'abord, ne pas faire de mal. Exactement. D'abord, ne pas nuire. Bon, mon cher Wilfried. Cher Stéphane. On se souhaite un bon été. Exactement. Et puis, on verra. on verra où les vents nous mènent. On verra en septembre dans quel état on sera. On continue Bismart.